c'est un élément de régulation du gène 5. OK? Voilà un peu comme ça que les choses se présentent, en fait. Hein? Lorsque vous avez donc une région génomique, vous avez ce genre de choses. Ça, je veux que vraiment, là, par contre, vous devez connaître ça parfaitement bien. Premier cas de figure. Une délétion emporte tout ça. Là, je vous donne la solution, mais je n'aurais pas dû vous donner la solution. Mais je n'ai pas eu le temps, ce matin tôt, de faire les animations. Là, vous n'avez pas de phénotype. Vous n'avez pas de phénotype parce que la copie ici, de toute façon, n'est pas active. Et ces deux gènes ne sont pas sensibles aux dosages géniques. Donc, voilà, ça fonctionne, tout va bien. Ce qui veut dire la chose suivante. Vous avez une délétion, mais vous n'avez pas d'expression de la maladie. Vous avez une anomalie chromosomique, mais rien du tout. Alors déjà, je vous dis la chose suivante. Ça veut dire que cet individu a une pathologie. Vous faites une CGHRI, vous trouvez une délétion de cette région. Mais par différents moyens, vous savez que c'est de l'allèle, que vous avez un gène soumis à empreinte, et que les autres gènes qui sont là ne sont pas trucs. Ne sont pas... non, truc, c'est pas très scientifique. Ne sont pas sensibles au dosage génique. Et si vous dites en conclusion, vous envoyez au généticien, cette anomalie est responsable du phénotype, vous vous foutez en dedans. Ça veut dire qu'il y a autre chose quelque part ailleurs qui donne le gène, et pas ça. Donc lorsque vous donnez, lorsqu'un cytogénéticien rend un résultat, il doit avoir tous ces éléments pour pouvoir rendre un résultat correct. Donc rien là. Maintenant, ah oui, c'est la question que je voulais vous poser. Mais malgré tout, il y a un autre patient qui arrive dans la même région, qui est délété, et lui, il a le phénotype lié à 2. Qu'est-ce que vous déduisez? Non, mais il ne devrait pas l'avoir, il l'a. Parce que ce gène n'est pas sensible au gène, il a une délétion et il a le phénotype. Quelle est la seule hypothèse? Non, non, pas du tout. Il a la délétion que là. J'ai entendu quelque chose qui me plaît là. Exactement. Il a ce qu'on appelle le démasquage d'une mutation récessive. Ça veut dire de toute façon que sur l'autre allèle, il y a quelque chose. Mais vous imaginez, enfin vous n'imaginez pas, je sais que vous n'imaginez pas ça. Là, lorsqu'il, par exemple, il s'agit d'une drépanocytose, d'une mucoviscidose, le diagnostic est connu. Vous avez une délétion qui enlève le gène de la bêta-globine sur un seul allèle. Mais quand même, la personne, elle a... on va te dire la mucoviscidose, par exemple. Ça enlève CFTR et la mucoviscidose. Donc là, c'est un phénotype connu. Pas de souci particulier. Vous savez qu'il y a une mucoviscidose. Vous déduisez qu'il y a une mutation sur l'autre allèle. C'est simple. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gènes qui sont responsables de retards mentaux et que le retard mental, c'est quelque chose qui est banal, enfin pas banal, mais qui n'est pas spécifique c'est comme la fièvre. Et le retard mental. Mais ce n'est pas spécifique comme phénotype. Donc vous avez quelque chose dans un territoire, une anomalie, une délétion, mais comment imaginer que ceci corresponde à un démasquage d'une maladie récessive? C'est compliqué. Il vous faudrait séquencer tous les gènes en face pour voir effectivement que dans un des gènes, il y a une mutation. Donc vous voyez que techniquement, alors on pourra le faire bientôt, hein, puisque bientôt on va combiner avec les techniques de séquençage au débit. Bientôt, et certainement vous verrez ça, puisque ça va apparaître entre 2 et 5 ans, vous allez prendre un tube d'ADN, vous allez le mettre dans une machine de séquençage au débit. Il y aura en fait des logiciels, des algorithmes pour détecter les anomalies de nombre de copies, et il y aura des algorithmes pour détecter les mutations. Donc, même échantillon, ça ira vers un cytogénéticien, ça ira vers un généticien moléculaire,
Les deux vont se mettre ensemble et ils vont dire effectivement dans cette région il y a quelque chose, qu'est-ce que tu as dans ta région? Et hop, on le verra tout de suite. Ça viendra bientôt. Ça, on verra ça. Mais pour le moment, je vous, simplement vous fais mesurer donc la difficulté de la chose. Ensuite, là, vous avez une délétion, mais vous avez -1. Vous comprenez pourquoi? Puisque celui-là, ici, il ne s'exprime pas sur cet allèle parental, mais il s'exprime sur l'autre allèle. Donc s'il est délété, alors que c'est la même région qui est délétée, là, vous allez avoir un phénotype. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Parce que ça, je peux vous donner ça comme exercice. C'est clair ou pas clair? Bon. Ici, la délétion porte sur des gènes qui sont sensibles au dosage génique, en tout cas les deux, pas celui-là. Donc vous aurez un phénotype lié à la délétion de 4 et de 5. C'est clair et net. Ici, vous avez une translocation qui sépare l'élément de régulation de 5 du gène 5. Vous allez avoir -5. Il va être mal régulé, en tout cas, il va être dérégulé. Donc vous allez avoir une pathologie liée à 5. Parce qu'il est sensible au dosage génique. Donc si ça déconne, celui-là ne suffit pas. Si ça, c'était par rapport au gène 6, cet élément de régulation était par rapport au gène 6, comme il y a le gène 6 ici et que ce n'est pas sensible au dosage génique, vous n'aurez rien eu. Donc vous pouvez avoir différents cas de figure. Nous, lorsque souvent, pratiquement tous les jours, on est confronté à des dossiers cliniques c'est comme ça qu'on analyse les choses. On regarde le gène, où est-ce qu'il s'exprime, est-ce qu'il est soumis au dosage génique, pas, enfin bref, il y a tout. Et c'est après tout ça, ça peut vous prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire, avant, le cytogénéticien regardait les bandes, celle-là existe, celle-là n'existe pas. Là, c'est pas ça, c'est un raisonnement moléculaire sur les gènes. Et là, c'est la mutation -4. Bien. Ça, c'est comment raisonner sur lorsqu'il existe une trisomie de la région. Là, ça ne fait rien parce que c'est cet allèle, c'est ce parent-là où il ne s'exprime pas, donc il n'y a rien du tout là. Mais comme c'est comme 4 et 5 sont sensibles au dosage génique, avoir une copie de moins, ça donne un phénotype, mais avoir une copie de plus, ça donne aussi un phénotype. Comme 6, 2 et 3 ne sont pas sensibles au dosage génique, on s'en balance, qu'il y en ait plus, un peu moins, ce n'est pas très grave. Par contre, si c'est l'autre allèle qui est en duplication, vous allez avoir donc l'autre allèle parental qui est dupliqué, vous allez avoir +4, +5, mais également une anomalie liée à +1. Est-ce que nous sommes d'accord sur tout ça? Très bien. Alors, on va se mettre dans quelques situations cliniques. C'est vraiment tranquille, là. On est vraiment à l'aise. On a des pathologies qui sont anténatales. Je vous rappelle que seuls 20 à 25% des grossesses pour un couple jeune en bonne santé. À partir de la conception. Pas beaucoup, hein? 30% de non-implantation, 30% liés à des avortements liés à des anomalies méiotiques. Des équilibres importants, donc c'est éliminé. Le reste, c'est des problèmes immunologiques ou autres. Mais vous voyez la part extrêmement importante des anomalies chromosomiques. Le chromosome chez l'homme est une vraie faiblesse. C'est sa force, puisqu'il est ce que nous sommes, mais en même temps, c'est sa faiblesse en termes de reproduction. Et lorsque vous vous reproduisez peu, votre capacité d'adaptation est faible. Donc, fausse couche à répétition ou stérilité, si vous êtes devant ça, vous êtes un médecin, vous avez des patients, un couple, etc., obligatoirement cariotype. Il faut vérifier s'il n'y a pas une anomalie chromosomique. Et la meilleure façon ici, comme c'est un couple qui n'a pas d'anomalie phénotypique, le risque, donc, c'est une translocation équilibrée ou une inversion, enfin une anomalie équilibrée qui déconne à la méiose. Et donc, vous devez, à ce moment-là, non pas faire une CGH arrêt, mais le premier examen banal, c'est de faire donc un cariotype. Retenez ça, voilà la réponse que je souhaite. Il y a trop de réponses du genre, on vous donne une situation simple, les gens vont dans des CGH arrêt, dans des trucs pas possibles, dans du séquençage, enfin n'importe quoi. Bon. À la naissance, mais aussi en anténatal aussi, vous pouvez avoir de la pathologie malformative. Là, ce sont des déséquilibres génomiques qui vont impliquer des gènes du programme du développement embryonnaire. Je vous rappelle, qui peut me dire
jusqu'à quel... L'embryon, ça va de quelle période à quelle période? 1 à 3 mois? 0. Pourquoi 3 mois? Non, peut-être que c'est moi qui ai 0. Pourquoi 3 mois? Pourquoi 3 mois? C'est quoi l'embryon? Alors, ok. Je vous rappelle des choses très simples aussi, de base. Un embryon, il se différencie du fœtus par une chose. C'est que lorsqu'un un fœtus, tous ses organes sont formés. D'accord? L'embryon, c'est la période durant laquelle se forment les organes. Donc, par définition, une malformation ne peut exister que dans la période embryonnaire. Parce que c'est dans cette période que les organes se forment. Après, c'est de la maturation histologique, c'est de la croissance. Ce ne sont pas, à proprement parler, des malformations. Les malformations, ce qui forme un embryon, c'est donc l'existence d'un programme embryonnaire qui va former les différents organes, et c'est l'atteinte des gènes du programme donc de développement des organes qui va provoquer donc des malformations. En tout cas, c'est des atteintes soit génétiques, soit des mauvaises expressions pour des causes ailleurs, mais en tout cas, c'est des atteintes géniques ou génétiques. Donc, ça se traduit par, en fait, des anomalies crânio-faciales, et on a devant nous des personnes qui ont des particularités du visage, et d'autres malformations d'un ou plusieurs organes, et puis aussi souvent des troubles de la croissance, donc soit en excès, soit des retards de croissance. Donc ce sont des tableaux en général qui sont complexes, devant lesquels on se trouve. Bon. Ensuite, les pathologies, la pathologie neuropsychiatrique. C'est très important. Ce n'est pas seulement le retard mental. Aujourd'hui, l'on sait qu'on a toute une série d'anomalies chromosomiques qui vont être responsables de troubles donc, neuropsychiatriques, donc épilepsie, troubles de l'équilibre, mais surtout l'épilepsie, mais également donc, des pathologies psychiatriques, le retard mental qui peut être léger ou profond, mais aussi des particularités du fonctionnement psychique, des autismes. On imagine qu'à peu près 50% des autismes sont liés à des causes génétiques. Des schizophrénies, des syndromes bipolaires, etc., on trouve de plus en plus, justement, avec les différentes techniques de CGHRI, des petites anomalies qui sont liées à, qui entraînent, qui sont associées à ces troubles neuropsychiatriques. Alors, comment on se débrouille aujourd'hui en 2014? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a devant nous, on reçoit tous les jours des CGH à faire pour des retards mentaux, des autismes, des hyperexcitabilités, des troubles de la concentration, mais aussi pour d'autres, on peut avoir d'autres phénotypes associés à cela. On peut avoir des obésités, on peut avoir des maigreurs qui peuvent être liées à des anomalies donc, cytogénétiques. Ou des syndromes donc, polymalformatifs. Donc pour tout ça, à ce moment-là, nous, on fait directement une CGHRI. Lorsqu'il s'agit d'un trouble de la reproduction, on fait donc un karyotype. Donc la CGHRI est devenue l'examen, a totalement remplacé le karyotype en première intention. Dès qu'il y a malformation en prénatal, on fait une CGHRI. Dès qu'il y a malformation retard mental en postnatal, on fait une CGHRI. Alors, quelques exemples. Voilà un enfant qui est né en 2013 et on nous demande une CGHRI parce qu'il a un retard psychomoteur et une hypotonie. Voilà le genre de choses qu'on peut avoir aussi. Et vous voyez, donc on nous demande à moins d'1 an, puisqu'il est né le 11 août, et donc le 3-6, on nous demande une CGHRI. Voilà ce qu'on trouve. Vous voyez, on a ici un chromosome 15, et vous voyez qu'il y a une déviation, avec donc une délétion de cette partie. Enfin, une délétion, je m'excuse, pas une délétion, une perte. Il y a une perte de 6,6 mégabases. Alors, comment on fait? Lorsqu'on a ça, on va sur les sites, puisqu'on a les coordonnées très précises, hein, vous voyez, on sait que ça va de temps à temps. On va sur des sites dédiés, je vous ai donné une adresse la dernière fois, et ça nous dit, voilà, eh bien, d'abord on vérifie. On vérifie en fiche, et vous voyez qu'il y a le rouge sur le 15 ici, et la sonde qui correspond à la région n'existait pas sur l'autre chromosome 15.
sur les noyaux, on a un signal rouge, 2 signaux verts. Donc on dit, ok, très bien, c'est une délétion simple, pas de problème. Là, on affirme que c'est une délétion. On regarde les parents. Les parents ont du rouge et vert, rouge et vert, rouge et vert pour un des parents. L'autre parent a du rouge et vert, rouge et vert. On est content. Enfin, on est content. Pour les autres enfants, on dit que ça ne va pas être récurrent. Et on regarde sur les sites et on tombe là-dessus. Et en fait, on est sur une région du chromosome 15. J'ai pris cet exemple-là volontairement. Ici, vous avez ce qui est marqué ici, les petits points comme ça, là, ces régions, ce sont des duplications segmentaires. Et j'ai pris cet exemple, et je fais référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le grand tableau, il y a beaucoup d'anomalies du 15. C'est que tout simplement le 15, il y a beaucoup donc de duplications segmentaires, et donc il y a des recombinaisons qui peuvent, non alléliques entre les deux chromosomes homologues 15 qui surviennent. En l'occurrence ici, cette anomalie, cette délétion est médiée à cause d'une recombinaison homologue entre BP1 et BP4. Et donc toute cette partie a sauté. Et là-dedans, ce qui est intéressant...